Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Près de 40 ans se sont écoulés en Ouganda depuis la fin du règne du dictateur sanguinaire Idi Amin Dada. Pour certains, le chef d'État a laissé un souvenir amer de ses 8 années passées au pouvoir, entre terreur, massacre de la population et torture. Mais les plus jeunes invoquent d'autres facettes du dictateur, celle d'un bâtisseur, d'un nationaliste et d'un indépendantiste. Un personnage ambigu, parfois drôle et attachant, mais parfois aussi jaloux, paranoïaque, violent et cruel. C'est le même portrait que nous en font les témoins de cette époque que nous avons pu rencontrer. Thijs Broek, Vincent Roux. On surnomme le pays la perle de l'Afrique. L'Ouganda. Des paysages à couper le souffle, un îlot de paix et de stabilité dans une région troublée. De 1971 à 1979, l'un des dirigeants les plus décriés de l'histoire moderne a dirigé le pays, Idi Amin Dada. Son règne a fait des centaines de milliers de morts, des villages entiers rasés, des centaines de corps flottant sur le Nil. Pour retrouver l'un de ceux qui a côtoyé au plus près le dictateur, direction Bouchéni, à plus de 300 km à l'ouest de Kampala. Depuis une vingtaine d'années, Eli Rwakoma s'est retiré dans cette maison isolée. Celui que l'on surnomme le photographe des présidents a partagé l'intimité de 3 d'entre eux, dont Idi Amin Dada. À 80 ans, c'est un fermier respecté, fier de ses plantations et de ses poulets. Il y en a 200, mais je suis en train de m'agrandir, je veux en avoir davantage. Eli a rencontré Idi Amin bien avant sa prise de pouvoir. Il n'était alors qu'un simple commandant de l'armée ougandaise. C'était quelqu'un de vraiment bon. Mais je pense qu'avec le pouvoir, lorsqu'il est arrivé à cette position, il a commencé à devenir plus dur. Le photographe a partagé le quotidien de l'autoproclamé maréchal pendant une décennie. Ce petit recueil rassemble ses meilleurs clichés. En 1978, cette photo est publiée à l'étranger sous le titre « Amin est-il en train de nager ou de couler ?» Quand cette photo est parue dans les journaux, dans le Herald, dans le New York Times et dans d'autres magazines internationaux, il a recherché la personne qui avait pu la prendre. Et lorsqu'ils m'ont identifié, ils m'ont recherché pour me tuer. Eli sait alors que ses jours sont comptés. Il fuit au Kenya. Il y restera jusqu'à la chute de son ancien ami. Kampala, capitale de l'Ouganda. Une cité de plus d'1,5 million d'habitants. Elle n'en comptait qu'un peu plus de 300 000 lorsque le chef d'état-major du président Obote prend le pouvoir en 1971. À l'époque, ses 2 amis étaient encore étudiants. Dans ce café du centre-ville, où ils ont leurs habitudes, cette période n'est jamais loin de leur conversation. Obote n'était pas dans le pays. Oui, il était à Singapour. Quand il est arrivé, il a dit qu'il était le seul leader africain qui n'avait pas peur d'un coup d'État. Oui, il a dit qu'il était le seul homme qui n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit. Et la population s'est réjouie que Idi Amin ait chassé Obote. Et j'étais l'un de ceux qui l'ont applaudi. Quand il est arrivé au pouvoir, nous ne le prenions pas au sérieux. Nous pensions qu'il ne serait là que pour un très court moment. Il n'avait pas un très bon anglais. Il n'avait même pas de programme. Son premier cabinet, composé de ministres estimés, rassure cependant. Mais très rapidement, c'est la douche froide. La répression commence. Beaucoup de gens sont morts. Pendant cette période, lorsque vous entendiez un tir de fusil, tout le monde se mettait à courir.
Comme beaucoup d'autres, Daoula a perdu plusieurs proches pendant cette période. Il nous donne rendez-vous le lendemain. Il tient à nous montrer où son frère a été enlevé. Ici, c'était un bar. Et nous avions l'habitude de venir prendre un verre. Même mon frère, il venait ici pour boire. On s'asseyait ici s'il n'y avait pas de place. Et alors, il y a eu un désaccord. Et ils l'ont pris. Sans raison apparente, un homme d'Idi Amin capture son frère, ici sur cette photo. Il ne le reverra jamais. Choqué, Daoula Seguya décide de rejoindre l'opposition. Nous avions amené des armes ici. Et ils nous ont arrêtés. Ils nous ont jetés et laissés pour morts. Daoula Seguya est resté lourdement handicapé, marqué dans sa chair. Les fantômes de cette époque se comptent par centaines de milliers. Les hommes du dictateur faisaient régner la terreur. La plupart des opposants étaient amenés près d'ici. Il a commencé à arrêter ces gens qui étaient suspectés de constituer une menace politique. Ensuite, beaucoup d'entre eux ont été amenés dans ce lieu qui est devenu un centre de torture. Ainsi, sous Idi Amin, entre 1973 et 1979, il a tué 19 000 personnes dans cet endroit. Ces cellules pouvaient contenir jusqu'à 60 détenus. Le sol était inondé et électrifié. Les prisonniers systématiquement torturés. Des séances auxquelles Idi Amin participait parfois. Parfois, il venait assister aux tortures. Et parfois, il y participait même. Parce qu'il y avait certaines personnes pour lesquelles il voulait vraiment vérifier qu'elles avaient été torturées et tuées. C'était sa passion. Il pouvait se réjouir de voir les gens souffrir. Aujourd'hui, les chauves-souris ont remplacé les prisonniers. Environ 300 000 personnes sont mortes pendant les 8 ans du règne d'Amin. Mais ce qui a initié sa déchéance auprès des chancelleries occidentales, c'est l'expulsion des quelques 50 000 Indiens en 1972. La plupart ont quitté le pays depuis cette gare. Sanjeev Patel avait 7 ans. Nous devions faire nos bagages et partir juste avec nos vêtements, et nous ne pouvions pas prendre nos biens avec nous. Ma tête reposait sur les genoux de ma mère, et en tant qu'enfant, j'ai demandé un coca. Je voulais boire un coca. Soudain, elle s'est mise à pleurer, et ses larmes sont tombées sur mon visage, et j'ai dit « Pourquoi tu pleures ?» Et alors j'ai réalisé qu'elle n'avait pas le moindre argent pour m'acheter un coca. Les biens des Indiens sont alors redistribués à des Ougandais fidèles au dictateur. Mais cette décision a fait plonger l'économie du pays. Depuis, les Indiens sont revenus en Ouganda. Ils sont environ 25 000. Kampala compte 7 temples hindous. La petite communauté est le deuxième employeur du pays après l'État. On dit que nous contribuons à hauteur de 60% du revenu intérieur en tant qu'Indiens ou personnes d'origine indienne. C'est une grande contribution d'avoir remis l'Ouganda sur pied après ce qui est arrivé dans le pays. Mais nous sommes encore plus fiers de dire que nous sommes autant Indiens ougandais qu'Indiens. Pour nous prouver que la communauté indienne est totalement intégrée, Sanjeev nous invite à une fête à l'ambassade d'Inde. Le vice-président ougandais y assiste également. Cela montre les relations cordiales qui existent entre l'Ouganda, la communauté indienne et le gouvernement indien. Le fait qu'ils sont prêts à prendre part à nos célébrations, tout comme nous sommes prêts à participer aux leurs. 30% de cette communauté possède la nationalité ougandaise. Elle demande aujourd'hui à acquérir le statut de 57e ethnie du pays afin d'être représentée au Parlement. En Ouganda, ces heures noires ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais pour certains, elles sont devenues une obsession.
Jafar Amin est le 7e des quelques 60 enfants que l'on prête à l'ancien dictateur. Un des seuls à en revendiquer ouvertement l'héritage. Il ne nie pas les crimes commis par son père, mais il veut que l'on sorte de la caricature. J'ai créé la fondation Al-Amin à cause de l'animosité historique contre mon père et de toutes ces accusations portées à son encontre. Je voudrais que l'on puisse toucher les jeunes qui constituent 80% de la population. J'ai besoin de réconciliation, pas de perpétuer la haine. Jafar a grandi à Entebbe, siège du pouvoir en Ouganda. Il nous emmène sur les bords du lac Victoria, où il avait l'habitude de jouer avec son père. Un jour, on est sorti avec un énorme zodiaque. Je pensais que nous allions à Munyonyo. Puis nous avons commencé à tourner en rond pendant un moment. Et j'ai dit, « Papa, tu es fou !» Et il a commencé à rire. Mon père riait aux éclats. Alors il est reparti en arrière et il a dit « Tes saucisses sont prêtes ». C'est l'un de mes souvenirs les plus marquants. Le fils d'Amin souhaite que l'histoire fasse désormais le tri entre l'héritage politique et économique de son père. Mon père est actuellement considéré comme le père de l'émancipation économique. Aujourd'hui, nous sommes vraiment un peuple indépendant. Nous avons une très haute estime de nous-mêmes. Et je pense que c'est l'héritage de mon père. En Occident, Idi Amin Dada est considéré comme un dictateur violent et sanguinaire. Mais en Ouganda, les jeunes générations ont tendance à oublier et voient cette période comme une ère de prospérité économique. Tout était parfait durant son régime. Lorsque nous parlons de perfection, nous parlons des infrastructures, des routes. Sous le régime d'Idi Amin, quand les routes étaient construites, elles étaient de façon parfaite. Son exercice du pouvoir a été bon. Il a construit des hôpitaux et il y avait du travail pendant cette période. Plusieurs politiciens surfent aujourd'hui sur cette vague d'Amin nostalgie. C'est le cas du pasteur Abed Bwanika. Il nous a donné rendez-vous à l'issue d'une émission de radio. Ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 avait fait campagne pour la réhabilitation de l'image du dictateur. Idi Amin avait ses défauts. Mais il y a une autre partie d'Idi Amin qui n'est pas connue, particulièrement à l'étranger. Idi Amin était un nationaliste. Il aimait ce pays. Nous n'avons aucune preuve dans ce pays qu'Idi Amin ait volé les ressources de l'Ouganda. Avec 80% de la population âgée de moins de 30 ans, l'Ouganda est l'un des pays les plus jeunes au monde. L'Ouganda connaît la période de stabilité politique la plus longue depuis son indépendance, mais des millions de jeunes sont sans emploi. La démographie s'emballe et la corruption est endémique. Alors pour certains Ougandais, ce président brutal, peu éduqué et schizophrène, reste encore une source de fierté nationale. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Au Nigeria, alors que l'armée poursuit son offensive contre Boko Haram, nos reporters Catherine Norris-Trent et Jonathan Walsh se sont rendus dans le nord-est du pays, toujours en proie aux violences. Dans ce document exceptionnel d'une durée de 26 minutes,
Ils ont recueilli les témoignages rares de victimes de l'organisation djihadiste, de leurs bourreaux, de membres des forces de sécurité et de citoyens qui œuvrent à leur échelle à la réconciliation. Reportage. You have to study your books. You need to be serious. You have to come to school early. You have to be neat. Offrir une nouvelle chance aux enfants broyés par la guerre. Le combat d'une vie pour Zana Mustafa. Mais cet ancien avocat n'imaginait pas qu'il prendrait une telle ampleur. Tout a commencé en 2007, avec seulement 36 orphelins. Et puis l'insurrection de Boko Haram a démarré. Énormément d'enfants se sont retrouvés dans la rue, privés d'éducation. Leurs parents ont été tués et il n'y avait personne qui se souciait d'eux. Plus de 800 élèves sont scolarisés ici. Presque tous des orphelins. Une école islamique qui dispense des cours de mathématiques et d'anglais. Le type d'éducation à l'occidental, pris pour cible par Boko Haram. Ici, les enfants apprennent aussi à surmonter leur traumatisme. Quand je retrouve mes amis, qu'on joue ensemble, j'oublie tout ce qu'on m'a fait. C'est quand je rentre à la maison que je me souviens de ces choses. Les djihadistes ont pris d'assaut le village de Hawa en 2014. Mon père allait partir à la mosquée. Il a vu des gens à moto et il nous a dit de ne pas sortir, qu'il y avait des hommes de Boko Haram à l'extérieur. Et quand il est parti pour la prière, ils l'ont attrapé et ramené à la maison. Et ils l'ont tué, ils l'ont égorgé devant nous. Dévastée, sa mère meurt en couche peu après. Hawa fuit avec une partie de sa famille. Je voudrais juste revoir mes petits frères qui sont restés là-bas. Ils ont été recueillis par une femme. On a fui ensemble, mais eux sont rentrés au village. Certains de ces orphelins, dont l'anonymat est préservé, ont grandi dans le camp des bourreaux. Leurs parents étaient membres de Boko Haram. Ce sont peut-être les camarades de classe de Hawa. Cette école se veut un exemple pour les nouvelles générations. Oui, il y a des enfants d'insurgés dans cette école. Vous savez, les autres enfants ne rejettent pas la faute sur eux. Il n'y a que nous, les adultes, pour être rancuniers. Si nous n'arrivons pas à mettre fin au conflit actuel, alors ces enfants seront sans doute ceux qui ramèneront la paix dans ce pays. L'ONU a décerné un prix à Zana Mustafa. Son école est une première à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno et lieu de naissance de Boko Haram.
Longtemps qualifié de secte, le mouvement djihadiste prend les armes en 2009. Littéralement, son nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Aboubacar Shekau en devient le chef et le visage. Il proclame un califat en 2014 et prête allégeance au groupe État islamique l'année suivante. Massacres, attentats et combats contre l'armée auraient fait plus de 20 000 morts, rien que dans le Borno. Longtemps taxées d'impuissance, les troupes nigérianes ont repris du terrain ces dernières années. À l'été 2018, les principaux officiers de l'armée se réunissent près du lac Tchad. Pour eux, la victoire est déjà acquise. Boko Haram n'est plus en mesure de combattre, de prendre des territoires et de s'y établir durablement. Nos troupes ont rempli cet objectif. Par conséquent, oui, je dirais que sur le terrain, nous avons gagné la guerre. Mais le groupe terroriste est loin d'être éradiqué. L'armée accepte de nous emmener en patrouille près de la forêt de Sambisa. L'ancien fief des djihadistes n'est pas complètement sécurisé. Les soldats effectuent des tirs préventifs pour débusquer l'ennemi. Les insurgés sont toujours présents dans la zone. S'il y a un terroriste de Boko Haram en face, il répliquera, c'est certain. Et nous irons à sa poursuite, c'est ce qui se produit régulièrement. L'armée se méfie particulièrement des engins explosifs. Là, c'est un village abandonné. Les insurgés viennent souvent pour voir ce qu'ils peuvent piller. C'est l'un de leurs principaux points de passage. Ils viennent très souvent poser des mines artisanales sur la route ou dans la zone. Alors on leur tend des embuscades. Nous sommes sur l'un des grands axes conduisant à Maïdougouri. Pour renforcer leur surveillance, les militaires ont placé des volontaires civils au barrage routier. Principal atout de ces hommes, leur ancrage local. Les intrus sont rapidement repérés. On leur demande de fouiller les véhicules parce qu'ils sont d'ici. Pour eux, il est facile d'identifier les membres de leur communauté et de confirmer qu'ils ne font pas partie de Boko Haram. Mais ces contrôles sont souvent insuffisants. Et les attentats suicides se multiplient dans le Borno. Principale cible, les marchés, les mosquées et les forces de sécurité. Boko Haram force ses prisonniers, souvent des femmes et des enfants, à faire office de bombes humaines. Les groupes d'autodéfense jouent un rôle croissant face à cette menace. Nous arrivons en périphérie de Maïdougouri avec la CJTF, la plus importante force de volontaires dans le nord-est du pays. Leur hantise, les terroristes infiltrés. Ils viennent nous demander si on a vu des suspects, mais on leur a dit que non. Il y a eu un attentat suicide ici, et des tirs aussi. On a eu très peur. Bien sûr qu'il y en a ici. Ils vivent cachés au sein de la population. Certains habitants savent qu'ils font partie de Boko Haram, mais ils n'osent pas le dire. Avec près de 20 000 hommes, la CJTF dispose d'un immense réseau d'informateurs. Nous rencontrons Jida, qui vient donner des nouvelles de sa zone, où des hommes de Boko Haram ont été repérés. Ils transportent des engins explosifs à la nuit tombée. En ce moment, ils sont aux portes du quartier et ils tirent partout. L'épouse de Jida a une histoire hors du commun. Falmata a été enlevée par Boko Haram et séparée de ses 2 enfants en 2014. Ses geôliers la destinent à un attentat suicide.
et l'équipe d'une ceinture d'explosifs. Ils nous ont dit, venez, on va poser ces bombes sur vous. Ça ne va pas vous faire mal, ça va seulement tuer d'autres personnes. Ils ont posé des bombes sur 2 autres femmes. Ils voulaient en poser une sur moi. Ils m'ont dit d'aller me tresser les cheveux et de mettre du henné sur mes mains comme les autres. Ils voulaient qu'on soit présentable. Je leur ai dit que je voulais aller aux toilettes. Il y en avait derrière la maison. Je me suis enfuie par là et je suis partie tout de suite dans la forêt. Je ne sais pas si les 2 autres femmes sont encore vivantes. Falmata se livre immédiatement aux hommes de la CGTF. Il la place en détention, le temps de recouper son témoignage. Jida vient récolter des informations. Il est conquis par sa force de caractère. Avec le temps, on lui a donné des responsabilités, parce qu'elle se comportait bien. Par exemple, quand il fallait superviser les sorties, c'est elle qui s'en occupait. Elle est intelligente. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et j'ai été conquis. Aujourd'hui, Falmata aide Jida et les autres volontaires à identifier les djihadistes. On l'utilise quand les gens arrivent ici. Elle nous aide, elle fait du renseignement pour identifier ceux qui travaillent avec Boko Haram. Elle les reconnaît. Une fois qu'ils sont arrêtés, ils ne peuvent plus nous faire de mal. Un témoignage rare et un courage édifiant, malgré le calvaire enduré. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24 et tout de suite la seconde partie du documentaire « Les visages de la résistance à Boko Haram ». Nous retrouvons Hawa, la jeune écolière dont le père a été assassiné par Boko Haram. Elle habite aujourd'hui chez sa tante et son oncle, qui l'aident à se reconstruire. Je me sens de nouveau en famille. Ils essaient de me faire plaisir. Après le ramadan, ils fabriquent des vêtements pour moi. Hawa est musulmane. Son oncle et sa tante sont chrétiens. Je m'occupe de Hawa à la place de ses parents. Je ne veux pas trahir leur mémoire. Chacun choisit sa voie et Dieu seul sait qui a raison. Ma mère est décédée dans l'islam. Mon père est décédé dans l'islam. C'est pour ça que je suis fidèle à cette religion. Mes frères et sœurs feront la même chose plus tard. Pana, la tante de Hawa, part pour la messe dominicale. La mixité religieuse n'a rien d'exceptionnel dans cette région. Mais les années de violence ont laissé des traces. Pana et sa famille sont originaires de Chibok, un village devenu tristement célèbre après l'enlèvement d'un groupe de lycéennes. Beaucoup n'ont jamais été libérés. Parmi elles, une nièce de Pana. On n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce qu'elle est vivante ou pas? On ne sait pas. Quand certaines filles ont été libérées, on pensait qu'elle en ferait peut-être partie. Mais non. On prie pour elle matin et soir. Parfois, je demande aussi à Hawa de prier pour elle. Que Dieu entende nos prières, qu'il s'agisse des siennes, des miennes. Les enlèvements de masse sont devenus la marque de fabrique de Boko Haram. En 2014, les lycéennes de Chibok ont marqué les esprits bien au-delà des frontières du Nigeria. 276 adolescentes, en majorité chrétiennes, sont capturées. Des vidéos de propagande mettent en scène leur conversion forcée à l'islam. En 2016 et 2017, plus d'une centaine sont libérées après de longues négociations. À l'époque, le directeur de l'école pour orphelins, Zana Mustafa, devient médiateur.
Ils communiquent directement avec les djihadistes, avec le feu vert des autorités. Il faut juste leur dire, qu'allez-vous faire avec les filles? Vous les nourrissez, vous ne faites rien avec elles? Ou alors vous gâchez de la nourriture que vous n'avez même pas? Ou alors vous voulez les garder? Elles ne pratiquent même pas votre religion. Qu'est-ce que vous allez faire d'elles? C'est ce genre d'idée qu'il faut leur faire admettre pour qu'ils les libèrent, c'est tout. Si Zana Mustafa est mise à contribution, ce n'est pas seulement pour ses talents de négociateur. Avant le début de l'insurrection, il a côtoyé le fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf. Je le connaissais très bien. Et lui aussi, il me connaissait très bien. Et comment vous êtes-vous rencontrés? On priait dans la même mosquée. Cette mosquée est très près d'ici. Mohamed Youssouf est abattu peu après son arrestation à l'été 2009, déclenchant la colère de ses fidèles. Boko Haram choisit définitivement la voie des armes. À une époque, presque personne n'osait venir dans ce quartier. Les insurgés tenaient la périphérie de la ville. C'était la période où la plupart des élites avaient déserté la zone. Depuis, les insurgés ont été repoussés hors de la ville. Et Maïdougouri jouit à nouveau d'une relative sécurité. Zana Mustafa a passé sa vie ici, aux premières loges, au plus fort de l'insurrection. Ce fervent musulman ne veut plus voir sa religion prise en otage. Vous savez, Dieu a fait de la vie humaine la chose la plus sacrée qui soit. Dans l'islam, il est dit qu'il vaut mieux détruire la maison de Dieu à la Mecque plutôt que de tuer un être humain. Comment garantir une paix durable dans les territoires reconquis? Et que faire des combattants capturés? Une préoccupation majeure pour les autorités. Des centres de déradicalisation font leur apparition. Nous avons rencontré un ancien membre de Boko Haram. Passé par l'un de ces centres, il a été libéré après seulement 2 ans de détention. Il vit aujourd'hui dans un camp de déplacés. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Personne ne m'aime dans le camp. Ils me connaissent tous. Quelqu'un m'a dit, même s'il y a la paix, je vais te tuer un jour, parce que tu as tué beaucoup de monde. Il affirme qu'il a été enrôlé de force par les djihadistes, après un raid sur son village. Il livre un témoignage glaçant sur les atrocités commises. Combien j'ai égorgé de personnes? Je ne peux pas les compter. Il y en a trop. Quand il y avait des femmes, on en prenait une et on la forçait à égorger toutes les autres. Et les hommes, on les égorgeait nous-mêmes. Quand on prenait un village, on l'encerclait, on plaçait des guetteurs et nos véhicules à l'extérieur pour bloquer l'armée. On bouclait tout et on mettait le feu. L'homme n'exprime pas de remords et se met à rire lorsque nous évoquons une défaite totale de Boko Haram. Ça ne finira jamais. Ils sont encore partout dans la forêt. Il y en a tellement. Impossible de savoir combien de personnes combattent toujours dans les rangs de Boko Haram. Le groupe s'est séparé en 2 factions rivales. Beaucoup d'insurgés se sont dispersés dans la région du lac Tchad, à cheval sur plusieurs pays. Ces dernières années, ils ont multiplié les attaques au Cameroun, au Niger et au Tchad.
Un hélicoptère de l'ONU nous emmène à Poulka, près de la frontière camerounaise. Une ville enclave comme tant d'autres dans cette région, reprise à Boko Haram et protégée par les militaires. Comme souvent, l'école a été l'un des premiers lieux ciblés par les djihadistes. Près de 2300 enseignants ont été exécutés depuis le début du conflit. Ça, c'était une classe où les enfants apprenaient. Quand Boko Haram est arrivé, ils ont tout démoli. C'est la première pièce qu'ils ont détruite. So 2 into 3 is 3, then 6 into 6, then 1 times 1. Ils ne voulaient pas d'éducation ou d'école occidentale. On devait uniquement poursuivre les cours d'arabe. Et quand ils croisaient des enseignants qui refusaient, ils les tuaient. Les djihadistes sont encore tout proches. Début septembre, ils ont tué 2 personnes et enlevé les passagers d'un bus près de Poulka. Ils sont à 5 ou 7 kilomètres d'ici. Si tu dépasses les positions de l'armée et que tu n'as pas de chance, tu ne reviendras pas. Il y a de quoi avoir peur. Ça fait 12 fois qu'ils nous attaquent. J'ai compté. Près de 2 millions de déplacés ont fui les violences dans le nord-est du Nigeria. Beaucoup se retrouvent dans des enclaves comme Poulka, entièrement dépendants de l'aide humanitaire. Les camps ne cessent de s'agrandir, mais ne suffisent pas à faire face aux arrivées quotidiennes. Les abris, la nourriture et l'eau manquent cruellement. La crise humanitaire n'est pas terminée et les gens ont toujours besoin d'assistance. Ils arrivent des villages libérés et quand il y a une opération militaire, les habitants arrivent en masse. Chaque semaine, au moins 500 personnes arrivent ici à Poulka. Et il peut y avoir encore plus en cas d'offensive militaire. L'État nigérian milite pour un retour des déplacés dans leur communauté et parle déjà de stabilisation post-conflit. Mais personne ici n'est prêt à prendre ce risque. Célia a fui son village il y a 4 ans. Elle habitait à quelques kilomètres à peine du camp. L'armée n'est pas encore arrivée là-bas. Il n'y a pas de sécurité. C'est pour ça qu'on est ici. En plus, nos maisons sont détruites ou abîmées. Retour à Maïdougouri pour une ultime rencontre avec Zana Mustafa. Fort de son succès, le directeur d'école a lancé un nouveau projet destiné aux enfants déplacés. Ils sont en train d'installer une clôture entre les terres agricoles et l'école. Les familles pourront cultiver la terre ici et garantir leur autonomie alimentaire. L'idée derrière ce projet, c'est d'aider les plus pauvres et les déplacés. Et on ne peut pas seulement envoyer un enfant à l'école sans maison ou sans moyen de subsistance. Zana Mustafa a fait don du terrain, mais le gouvernement nigérian finance la construction de l'école. L'ancien avocat devenu bâtisseur y voit un signe positif dans une région qui s'est longtemps sentie livrée à son sort. Les gouvernements successifs n'ont pas fait assez. Le système était complètement corrompu. On essaie de combler ce fossé entre le gouvernement et la population.
J'ai assisté à certaines des pires atrocités commises ici. Mais aujourd'hui, on sent que les choses sont en train de changer. Dans un futur très proche, je pense que nous obtiendrons cette paix tant attendue à Maïdougouri et dans le nord-est en général. Un optimisme indispensable face aux défis à relever. Il reste bien des écoles à construire pour les enfants du Borno. Le nord-est du Nigeria entame une lente renaissance. Toujours en proie à un conflit qui s'éternise. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. La haute couture défile à Paris et a investi les décors les plus grandioses pour proposer des collections en phase avec la société. Chanel présente une robe de mariée verte. Dior interprète de façon avant-gardiste son propre classicisme. Ces créations ne seront portées que par une poignée de clientes fortunées, mais seront copiées à travers le monde grâce à une communication digitale vigoureuse et créative. Sous la coupole du Grand Palais, Chanel va présenter dans quelques instants sa collection haute couture hiver 2018. Le décor est une fois de plus grandiose. Un quai de Seine, le quai Conti, avec ses bouquinistes et son Institut de France. La haute couture est le symbole de l'excellence de savoir-faire ancestraux, mais aussi de nouvelles méthodes digitales de faire savoir. On a 20 minutes pour avoir un impact fort et un impact mondial fort. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plutôt les autres qui communiquent sur ce que vous faites. On sait que 99% de ce qui est dit sur Chanel est dit par les autres. Et donc, il faut que les autres se rêvent, soient à la fois séduits et complètement emballés par ce que l'on propose. Mais pour pouvoir y arriver, il faut avant tout, et c'est le plus important et c'est ce qui compte, avoir une collection qui soit forte, qui ait du sens et qui traduise bien les valeurs de la marque. Le point de départ d'une collection, ce sont les dessins réalisés par Karl Lagerfeld. Le couturier va ensuite raconter l'histoire de ses croquis à Olivia Douchet, première d'atelier, qui va les traduire en vêtements avec ses équipes. Premier essayage, nous le faisons toujours en toile, comme ceci. Par exemple, le dessin 34, qui correspond à celui-ci. On présente une toile comme ça, on fait des dessins un petit peu, on ne sait pas vraiment ce que va être la broderie, on ne sait pas vraiment ce que va être le tissu de temps en temps, ça dépend. Et c'est à ce premier essayage que nous choisissons et la broderie et le tissu, parfois les doublures, et nous parlons de certains détails qui vont être parfois sur beaucoup de looks de la collection. Pour construire ces collections, Karl Lagerfeld part toujours d'une idée simple, forte et lumineuse. Cette saison, c'est le zip. Mais un zip couture, évidemment brodé. Vous pouvez fermer les manches, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez ouvrir la jupe et la jambe est beaucoup plus belle de profil. Cela rend les jambes interminables. Et en dessous, vous avez la mini-jupe. Le total look avec les petites boots, parfois brodées, les gants, la coiffure, tout je pense s'harmonise très bien. La haute couture n'existerait pas sans le travail des maisons spécialisées dans les métiers d'art. Lagerfeld a choisi Paris, il faut donc évoquer les pavés, les cadenas des amoureux qui ornent les ponts ou un coucher de soleil sur la Seine. Il faut également innover avec de nouveaux assemblages de matières. Ce tissage de feuilles d'aluminium est emprisonné entre deux dentelles. Chaque collection est différente, chaque thème est différent, les volumes sont différents, les formes aussi. Et à chaque fois, on se repose des questions, on ne va jamais retomber sur les mêmes difficultés techniques. C'est vraiment ce qui anime notre métier et c'est vraiment ce qui fait que notre métier est beau parce qu'on ne s'ennuie jamais, on ne fait jamais la même chose. Le défilé se termine par la traditionnelle robe de mariée. Elle est portée par un mannequin noir, ce qui ne s'était pas vu chez Chanel depuis 15 ans. Et elle est vêtue de vert. En vert, couleur de l'espoir. Exactement. Pour se marier, il faut avoir l'espoir, c'est peut-être pour ça.
Et Chanel, pour la première fois, vient de rendre public son chiffre d'affaires pour 2017. Plus de 8 milliards d'euros, en hausse de 11%. L'autre géant du luxe, Dior, présente sa haute couture comme à l'accoutumée rive gauche au musée Rodin. Le décor est également époustouflant, inspiré de l'exposition qui s'est tenue au musée des arts décoratifs de juillet 2017 à janvier 2018 pour célébrer l'anniversaire des 70 ans de la marque. L'expo avait attiré plus de 700 000 visiteurs, un record. Elle sera d'ailleurs bientôt dupliquée à Londres. Une des pièces les plus magiques de l'expo, toutes ces toiles que j'ai vues moi-même pendant près de 25 ans et développées et qui expriment tout le savoir-faire de la maison, tout l'art. On sait bien que c'est sur la toile que les créateurs, avec les ateliers, avec les premières, façonnent le dessin et je crois que c'est unique à la haute couture. Les premières collections de Maria Grazia Chiuri étaient résolument féministes et visiblement il en reste quelque chose. C'était comme des robes de princesse, mais des princesses guerrières. Ces robes, c'est comme une armure. Si je portais une de ces robes, cela me changerait. Cela modifie votre identité. C'est différent. Cela fait voler les frontières en éclats. Pourtant, cette collection interprète avec délicatesse le classicisme de la maison et met en lumière les métiers d'art. Il faut parfois essayer de parler un nouveau langage. Pour cette collection, j'ai décidé de parler la langue de nos ateliers. Le travail de nos ateliers, c'est un luxe masqué, moins scénographique. Pour Maria Grazia Chiuri, la haute couture est une forme d'art qui se développe grâce à l'imagination. Elle n'hésite d'ailleurs pas à évoquer la notion d'avant-garde. Aujourd'hui, tout va si vite et il est en plus impératif que tout soit visible. En couture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les clientes savent bien ce que signifie la couture, alors vous êtes libre. Parce qu'elles ne viennent pas vous voir parce qu'elles ont vu une photo, elles viennent parce qu'elles veulent ce que représente la couture. En ce sens, c'est de l'avant-garde. Comme une nouvelle définition de l'avant-garde, donc? Oui et non. Dans ce que nous avons vu, il y a un côté avant-garde. Mais il y a aussi du réalisme. Et elle arrive très bien à jouer sur les deux tableaux. C'est une vraie force. L'avant-garde est aussi une bonne chose. Vu leur coût, ces robes ne seront bien sûr portées que par une poignée de clientes. Mais les images, elles, seront vues et copiées dans le monde entier. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.